Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur français officiel de l'Ordre des Arts et des Lettres, multi-récompensé notamment du César du meilleur espoir masculin en 88 pour Travelling, Avent ou encore un Emmy Awards pour le rôle du tueur en série Francis Holm dans le téléfilm Dans la tête du tueur, mais aussi récompensé de 2 Molières pour le théâtre signé Dumas et Les cartes du pouvoir. Thierry Frémont est désormais à l'affiche de la pièce Le repas des fauves au théâtre Hébertot. C'est du mercredi au dimanche. L'occasion, bien sûr, comme toujours, de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Thierry Frémont. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur c'est une joie, l'antenne plaisir. de Radio J. Je suis ravie de vous découvrir. J'ai bien préparé cette émission, mais à vous avoir en vrai, on va décortiquer ensemble et très certainement votre parcours, comme le veut la tradition dans cette émission, mais aussi bien sûr découvrir qui vous êtes. Au-delà de ce que vous faites, c'est assez important pour nous. Et d'abord, si je vous demandais de vous décrire en 3 mots, vous diriez quoi ? Oh, c'est difficile. C'est dur, hein ? Waouh, ça commence sur les chapeaux d'eau. Je sais pas. Je suis un acteur heureux de faire ce métier, heureux d'avoir une passion, que Dieu m'ait donné une passion et que je puisse en vivre. J'ai envie de dire, c'est très important. Est-ce qu'on peut résumer en disant heureux, passionné et vivant ? Oui, passionné, oui, perfectionniste, parfois trop peut-être, mais voilà. Eh bien écoutez, c'est bien noté, on va voir si ça colle dans cette émission, bien évidemment, avec d'abord le début, toujours le début. Thierry Frémont, vous êtes né un 24 juillet dans les années 60 à Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne. Quel genre d'enfance vous diriez aujourd'hui que vous avez eu et dans quel cadre vous avez évolué et grandi ? Moi, je suis un enfant qui vient d'un milieu populaire. Mes parents, mon père, ma mère était comptable. Elle était comptable. Mon père était boucher. Donc, je n'avais rien à voir avec les milieux artistiques. Mais très tôt, je sentais que le système voulait me mettre à une place où je voulais pas être. Ouais. C'est-à-dire, comme j'étais fils d'ouvrier, vous savez comment ça se passe. Le conseil d'orientation, ils se disent, tiens, fils d'ouvrier, paf, bac technique, paf. Ils avaient fait le programme pour moi. Et je me suis dit, non, c'est pas ça. On va le voir, vous allez faire quand même des études en lycée technique, mais vous allez suivre une formation de comédien en cours Florent. Et puis vous allez enchaîner, parce qu'à 20 ans, vous entrez au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, avant de vous former à l'Actor Studio. Vous allez rencontrer Mesguige, vous allez rencontrer tous finalement les formateurs de base, Bouquet. Francis Huster, Michel Bouquet. Et vous n'avez lésiné sur aucune formation, Thierry Frémont. Vous vous êtes donné tous les moyens, finalement, de devenir un acteur complet. Et j'ai envie de vous demander, oui, comment cette vocation est née, mais on sent au travers, au regard de ces accumulations de formations, une envie de vous en sortir. Il y avait déjà ça. Déjà une envie de m'en sortir de la case dans laquelle on voulait me mettre, qui ne m'enchantait pas du tout. Moi-même, pour gagner ma vie, vous savez, quand on est adolescent, on fait les métiers parfois de ses parents. Bien sûr. Et donc moi, j'ai fait le boucher pendant 2 étés et j'ai vu combien c'était difficile. Du coup, j'ai eu une admiration sans borne pour mon père, pour ce courage. Il se levait tous les jours à 3h30 du mat, restait debout toute la journée jusqu'à 2h de l'après-midi. Je me suis rendu compte que c'était surtout pas ça que je voulais faire. Mais c'est un bon centre de formation aussi. Mais bien sûr, on Ça voit nous ce que permet c'est de savoir que de où on travailler va. dur, on voit ce qu'on n'a pas envie de faire. Et comment est venue cette passion, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été très, très, très vite sensible à la musique classique, au théâtre. J'aimais bien regarder le théâtre à la télé. Et puis j'avais des copains qui faisaient des cours de théâtre, mais je me disais non, j'en fais pas partie, je viens pas de ce milieu-là, donc je m'interdisais le droit de pouvoir en faire. De rêver aussi. Ouais, sans doute. Mais en tout cas, je ne faisais qu'en rêver. Mais je faisais qu'en rêver, mais je me permettais pas D'y accéder. l'idée de dire que ça puisse devenir du réel. Alors j'adorais, je trouvais mes copains formidables en scène quand ils faisaient des ateliers de théâtre comme ça l'été ou jusqu'au jour où mal orienté, je vous dis par ce bac technique, je me suis dit mais qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et une nuit, j'ai décidé de pas dormir. Et j'ai fait le bilan. Qu'est-ce que je veux ? Je veux être dans la lumière. Je veux qu'on me regarde, je veux qu'on m'aime. Je veux changer de peau parce que j'étais un adolescent qui était pas très bien dans la sienne. Je veux
je veux vivre 1000 vies. Et l'addition fait que je me suis dit, acteur. C'est évident. Quand on veut vivre 1000 vies, acteur, c'est le meilleur moyen de le faire. J'aurais intitulé cette petit échange entre nous « Une nuit pour tout changer ». C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que vous allez faire, Thierry Frémont. Vous allez alors alterner des rôles au théâtre, au cinéma, à la télévision. D'abord, si mes infos sont bonnes, poil de carotte. Au théâtre. Ça, c'est une expérience. Est-ce que c'est bien la première fois que vous foulez la scène ? C'est la première fois que je monte sur une scène. J'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs, croustillante. Voilà. J'étais encore au cours Florent. C'était même avant d'entrer au conservatoire. C'était un metteur en scène qui avait déjà monté cette pièce avait signé un contrat avec le Centre culturel français à Cologne. Donc fallait le monter là-bas. Il cherchait l'acteur. Il est venu me voir, il me dit tu veux le faire ? Moi j'ai jamais fait. J'étais encore qu'un jeune acteur qui apprenait. Et le challenge, c'est qu'il fallait faire ça en une semaine, apprendre le texte en une semaine et la mise en scène en une semaine. J'aurais jamais dû accepter. Je dis ok. Évidemment, c'est ce qui s'est passé ce qui devait se passer. On est parti jouer à Cologne. Le soir de la première, je joue et forcément j'ai un trou de texte énorme, tellement j'ai le trac. Et je demande à mon partenaire qui est sur scène avec moi à ce moment-là, je dis qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il me souffle, je comprends pas, je fais quoi ? Il me ressouffle le texte. Et là, je dis quelque chose. Et en fait, j'ai sauté 30 pages. Ce qui fait qu'à la fin, au salut, des gens sont venus saluer qui n'avaient pas joué ce soir-là. C'était ma première expérience. Vous avez sauté 30 pages de texte, c'est énorme. Je suis passé à l'autre bout, pas à l'autre bout, mais bien loin, bien loin. Est-ce que vous êtes fait crier après ? Non, pas du tout. Tout le monde a été compréhensif. Et ça se comprend en effet. Et vous allez démarrer fort aussi votre carrière, il faut le dire, Thierry Frémont, parce que votre premier rôle au cinéma est dans Noces barbares de Marion Ancel, qui vous vaut le prix Jean Gabin en 88, mais aussi celui de Nino dans Traveling Event, qui vous récompense du César du meilleur espoir masculin en 88. Vous travaillez ensuite avec beaucoup d'artistes, évidemment. Bertrand Blier en 91 dans Merci la vie, je dis artiste parce que on l'est dans tous les cas de figure, beaucoup d'autres rôles, un jeune myopathe révolté dans Fortune Express, rôle pour lequel vous avez perdu 17 kilos, en 94 un mémorable capitaine Dreyfus dans le téléfilm L'affaire Dreyfus d'Yves Boisset, vous jouez le rôle aussi de Jésus dans Les démons de Jésus en 97 et vous êtes le premier français à recevoir le prix du meilleur acteur aux Emmy Awards pour votre interprétation du fameux tueur en série Francis Holm dans le téléfilm Dans la tête du tueur, adapté en anglais. Est-ce que vous vous souvenez de ce 29 novembre 2005 ? C'est le jour où j'ai reçu le prix, à New York ? Ouais. Je m'en souviens, oui, parce que déjà, d'aller à New York pour peut-être recevoir un prix, peut-être, parce qu'on était quand même 4 en compétition. Il y avait 2 acteurs anglais, puis un acteur brésilien aussi avec moi. Mais j'étais pas parti comme un loser, hein. J'étais parti, je voulais vraiment l'avoir, hein. Je me suis pas dit, c'est déjà bien d'être nominé. Non, je me suis dit, non, il faut qu'il me le donne. Quand on veut l'avoir, tout est déjà joué. Voilà, c'est ça. Donc, je me souviens bien de ça. Je me souviens de l'excitation de l'équipe de TF1, parce qu'il y avait tout le staff de TF1 qui était venu avec moi. Et de ce moment incroyable, quoi, and the winner is, et puis c'est votre nom qui sort, et puis il faut aller faire son petit speech sur la scène en anglais. Ça, c'était bien préparé, ça. Ouais, je m'étais préparé. Est-ce que vous diriez que c'est ce rôle qui vous a ouvert la voie d'une carrière aux États-Unis ? Je sais. Parce qu'il y a quand même un film avec un échange avec Brad Pitt, il faut le dire, dans Ali, où il y a Marion Cotillard. Il y avait eu avant, il y avait quand même eu Femme fatale de Brian De Palma. Donc, je jouais le flic du film. Mais en tout cas, ça fait bien sur le CV d'avoir pu travailler après avec Brian De Palma et puis Zemeckis, c'est sûr. Et là, dernièrement, j'ai aussi eu la chance de faire une très grosse série pour Disney. On va en parler dans quelques instants. N'avancez pas trop vite. Peut-être que ça y a aidé. Le fait d'avoir un Emmy Award, c'est pas anodin. En tout cas, on pense à vous et votre visage est reconnu aux États-Unis. Dans la foulée, en 2006, Thierry Frémont, vous interprétez au cinéma le rôle d'un révolutionnaire russe, morphinomane dans les brigades du Tigre. La même année, vous interprétez au théâtre un prêtre enseignant dans une école catholique de New York, soupçonné de pédophilie, dans la pièce Doute, mise en scène par Roman Polanski, au théâtre Héberto où vous jouez en ce moment à Paris. Au total, 30 pièces de théâtre, dont nous parlerons en détail dans la deuxième partie d'émission, mais près d'une quarantaine de films au cinéma, dans tous les secteurs, que ce soit à la télévision, au théâtre ou à la scène. On a la sensation que vous aimez les rôles complexes ou qui dérangent. Pas toujours
Mais on retient cela. Oui, c'est vrai, mais ils sont souvent plus croustillants, hein, les personnages complexes ou malfaisants, ils sont souvent plus intéressants à jouer qu'un type bien dans ses baskets. Mais on pense à vous pour ça, en tout cas. C'est ça que j'entends par là, Thierry Frémont. Oui, puis je rechigne pas à la tâche, je rechigne pas à ça. Ma moralité, elle a pas entré en jeu. J'ai pas à juger. Moi, une fois que je joue un personnage, je le joue et j'assume tous ces travers, bien qu'ils puissent être les pires du monde. Moi, du moment que j'accepte un personnage, je l'accepte en entier. J'ai pas peur de ça. Aujourd'hui, vous êtes un acteur et comédien multi-récompensé. Vous direz que vous le devez à quoi ? Au travail, au talent, aux gens avec qui vous avez travaillé, la persévérance, l'amour du métier, la passion, peut-être tout ça en même temps, évidemment. Tout ça, j'essaie de pas trop me tromper dans ma carrière. J'essaie de pas faire de mauvais choix autant que possible. En général, les mauvais choix, on les voit ou on les voit pas ? Ils sont effacés par les succès. S'il y a eu pas mal de bons choix, si on a un mauvais, il passe un peu à l'as, on va dire. Voilà. Après votre prestation dans Signé Dumas, qui vous a valu un Molière, Polanski, vous avez choisi pour interpréter ce rôle du prêtre enseignant dans sa pièce Le Doute, parce qu'il trouvait votre jeu très réaliste et authentique. Est-ce que c'est ça votre patte, Thierry Frémont ? J'essaie d'être vrai, de pas tricher, de tricher le moins possible. Alors même si parfois, de soir en soir au théâtre, il y a peut-être des soirs où on peut être moins inspiré, on peut peut-être un peu tricher, mais j'essaie le minimum de ça. J'essaie le plus possible d'être dans comme on dit en anglais, in the guts, dans les tripes. D'être le plus vrai possible, de livrer quelque chose de moi-même. Moi, je trouve que vous êtes assez singulier parce que on a une facilité à le penser quand on regarde les rôles que vous avez, mais vous avez une gueule, comme on dit, Thierry Frémont. C'est indéniable. En tout cas, moi, c'est ce que je me permets de dire aujourd'hui. Quand on regarde dans les rôles que vous avez, on sent quand même ce physique atypique qui n'appartient qu'à vous et on peut facilement penser à vous. Est-ce que vous pensez ? Oui, j'ai pas la tête du John prototypique, on va dire. C'est pour ça qu'on pense plus facilement à vous, à mon semble. Un projet à venir en décembre sur Disney, vous l'avez évoqué, important d'en parler. Alors ça sera pas sur Disney parce qu'on ne sait pas encore sur quelle plateforme, sur quel broadcast. Mais sur une plateforme en tout cas. Voilà, c'est produit par Disney et par des producteurs indépendants, Moon River en particulier. Et c'est une série fantastique qui s'appellera Le Nautilus, qui est inspirée de l'œuvre de Jules Verne, et où les auteurs ont imaginé ce qu'était le début de l'aventure, parce que dans 20 000 sous les mers ou dans L'île mystérieuse, c'est la fin de cet équipage vieillissant qui fuit le monde, misanthrope, etc. Là, ils ont essayé d'inventer au début, c'est pour qui il est construit ce bateau, qui le construit, pourquoi, qui est cet équipage, et c'est ce qu'ils ont inventé dans cette série. Vous avez le rôle principal ? Non, j'ai un très beau rôle. Je fais pas le principal. J'ai un des rôles principaux. Je joue l'inventeur du Nautilus, qui est pas. C'est quand même un beau rôle. C'est un beau rôle. Ça s'adresse à quel public ? Tout public. Tout public, Thierry Frémont. On va revenir à ce qui nous touche aujourd'hui précisément, après la rafle de Roselyne Bosch au cinéma en 2010, qui porte bien son nom pour traiter le sujet, si je puis dire, un peu d'humour. Votre rôle du capitaine Alfred Dreyfus de Yves Boisset dans le téléfilm L'affaire Dreyfus en 95, ou encore votre rôle dans le film de Robert Zemeckis dans l'incroyable film à suspense Allié, où vous donniez la réplique à Brad Pitt dans une histoire d'espion en 1942. On va s'arrêter sur cette date que l'on retrouve dans votre actualité, et il ne manquait que le théâtre finalement pour boucler un peu la boucle des relations litigieuses, si je puis dire, entre la France et l'Allemagne, sujet qui touche nos auditeurs. Et alors on vous retrouve aujourd'hui, Thierry Frémont, dans cette super pièce, Le repas des fauves, de Vae Katcha au Théâtre Hébertot, avec une batterie d'acteurs. Vous êtes entre 7 et 8 sur scène. Sur scène, ouais. Voilà, 7 et 8 sur scène dans une nouvelle mise en scène de Julien Cibre. C'est une pièce à succès qui a été récompensée de 3 Molières et qui a été aussi adaptée au cinéma par Claude Rich. Vous diriez que c'est une intrigue aussi noire que palpitante et une comédie qui vire au drame ? Ça commence comme une comédie, ça commence par une réunion d'amis très joyeuse, très content de se retrouver, et le drame ou la guerre qui pour l'instant n'avait fait que glisser sur eux va les percuter de plein fouet. On va écouter la bande-annonce ? Avec plaisir. Pas la parole, c'est de toi que cette fameuse idée. Collabos, résistants, profiteurs, tous baignés dans la même allégresse. Mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Vas-y, frappe-moi si ça peut te soulager.
Pièce contemporaine qui se déroule en temps réel au cours du dîner d'anniversaire de Sophie qui fête ses 30 ans. Jusque-là, rien d'original. Sauf que nous sommes dans la France occupée de 1942 avec des restrictions. Victor, le mari de Sophie, et ses 5 invités dansent et s'enivrent à en oublier la guerre. Sauf que 2 soldats allemands sont abattus sous leur fenêtre. La suite, c'est vous qui la racontez, Thierry Frémont. La suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un coup, arrive ce qui devait arriver. La Gestapo déboule 5 minutes plus tard, monte dans l'immeuble et considère que partant par officier tué, il faut 10 otages. Et donc, et comme il se trouve que le chef de la Gestapo qui déboule dans l'appartement connaît Victor, parce que c'est son libraire, il lui fait une fleur. Il dit, je vais vous faire une fleur. Je ne passerai qu'au dessert chercher mes otages. Et en plus, ma deuxième fleur, c'est que c'est vous qui allez les choisir. Les choisir. Vous allez les choisir entre vous. Et ce nazi dit, c'est votre anniversaire, pourquoi ne pas m'avoir dit tout de suite? Je ne suis pas un barbare, mais cela ne résout pas mon problème. Il faudra trouver un terrain d'entente. Ça m'a fait sourire parce que forcément c'est une pièce qui fait rire avec le malheur et on en a besoin, sur tous les sujets évidemment. Je pense que vous ne me contredirez Absolument. pas, Thierry Frémont. J'en profite en parlant avec vous pour dire que 2 places x2 sont offertes pour cette pièce de théâtre et je le glisse pendant notre échange pour dire que les auditeurs, les 2 premiers qui vont nous appeler pourront hériter de ces 2 places pour aller voir cette pièce Le Repas des Fauves. Pour ce faire, il faut nous appeler au 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26, je ne le dirai qu'une fois. Sur la mise en scène d'abord, Thierry Frémont, je voulais qu'on démarre avec ça parce que c'est toujours la chose que l'on voit en premier. La pièce démarre sur des images du Führer sur écran géant. On y voit l'engouement de la population et même des engagés. Une mise en scène qui rend aussi bien compte finalement de la mécanique très infernale, de l'injonction barbare par des dessins animés qui sont très forts, plein de noirceur. C'est une nouvelle mise en scène de Julien Cibre. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait déjà mis en scène cette pièce. Il l'avait mis en scène il y a 11 ans, mais le texte était un peu différent. Là, le texte, il a quand même changé à 35-40%. Donc c'est une recréation. Parce que entre la première mise en scène qu'il avait fait il y a 10-11 ans, qui avait été très récompensée, que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu les 3 Molières, il a voulu en faire un film. Donc il avait exploré plein de scènes et du coup ça a nourri sa réécriture de la pièce. Ce qui fait que on joue une nouvelle version qui a été inspirée par l'écriture de ce scénario qu'il a essayé de monter. Je crois que la pièce a encore été jouée l'année dernière, mais rien à voir avec ce metteur en scène. Et Mascali nous en avait parlé dans cette émission de notre Madame Théâtre. On vous retrouve alors et on se retrouve dans le salon de Victor et Sophie et leurs invités qui arrivent petit à petit avec pour mot d'ordre de ne pas parler de politique le soir de l'anniversaire de leur hôte. Sauf que c'est plutôt râpé. On est dans un groupe d'amis que vous qualifierez de plutôt catholique, bourgeois. Bourgeois, petit bourgeois. Petit bourgeois. Bourgeois, petit bourgeois. Ils ne sont pas juifs en tout cas. Et non. Alors, la batterie... Enfin, il y a un ami qui n'est pas là. Voilà. Et on va en parler dans un instant. La barbarie. Oui, j'ai du mal avec ce mot, décidément. C'est parce que je l'aime pas beaucoup. La barbarie s'invite à table. On apprend que Jean-Paul pense que c'est les gitans et des gens pas fréquentables qu'on envoie dans des camps de travail. André, vous, si je puis dire, vous êtes un peu le salaud qui défend l'occupant. Un peu. Lui, il est prêt à survivre. En fait, la pièce, elle parle de quoi? Elle parle de la survie. Ils veulent survivre. Alors, ça montre combien, en état de survie, combien les bonnes manières volent en éclats. Et combien chacun est prêt un peu à tout pour sauver sa peau. Et mon personnage, lui, il veut vraiment pas mourir. Et lui, il est vraiment prêt à tout. Il a pas beaucoup de morale et il va très, très loin parfois dans l'abjection pour essayer de s'en sortir. Un personnage arrive et dit « Ayez l'élégance de vous retourner sur votre vie et vous verrez que ce que vous en avez fait ne vaut pas la peine que vous vous en accrochiez à ce point. » Alors je vous pose la question, Thierry Frémont, vous seriez accroché à quoi, vous? Dire dans ce genre de situation? Je n'en sais rien. Le truc, c'est que on se met dans la peau de son personnage à un moment donné. On ne sait pas comment on réagirait. Bon nombre diraient je me conduirais comme un héros et puis ça serait pas le cas, puis d'autres qui diraient je serais le plus peureux du monde et puis ils peuvent se révéler d'un courage sans. C'est la nature humaine, j'ai envie de dire, toutes les surprises sont au rendez-vous. Eh bien alors, ces personnages, ils vont penser forcément à plein de stratagèmes avant d'envisager le pire. L'un veut s'en remettre au hasard avec la courte paille ou une partie de dés, mettre le feu et puis choisir qui sacrifier finalement. C'est notre éthique qui est questionnée dans ce dilemme. Collaborer, résister, jouer le jeu, s'ériger. Et puis, c'est quoi être lâche ou engagé?
ces questions sont bien sûr en suspens. Est-ce que vous pensez, vous Thierry Frémont, que tout est pardonnable quand il s'agit de sauver sa vie ? Je sais pas, alors ça c'est... Je vous pose cette question parce qu'elle est soulevée dans la pièce. Bien sûr qu'elle est soulevée. Tout est pardonnable. En tout cas, c'est ce que mon personnage aimerait. Que tout soit pardonné. Que toute la famille, jusqu'au bout de laquelle il a été capable d'aller, puisque c'est son dernier mot, il dit on est amis. Hein. Il espère que finalement tout ça sera oublié. Je suis pas sûr qu'on puisse tout pardonner. Non. Pour se sauver, Pierre veut user de son infirmité. Tous les mensonges sont permis pour sauver sa peau. Dans le groupe, il y a Françoise, une résistante. Et alors que l'on s'attend finalement à ce que tous les protagonistes se tirent dessus, certains se protègent. D'autres finalement règlent quand même leur compte avec un lot de révélations assez fous. Et alors certains, je ne veux pas dire qui volontairement, vont chercher à donner de la pâtée aux chiens, si je peux m'exprimer ainsi, de façon grossière, en livrant un juif aux Allemands, que ce soit Stern le potier ou encore Max, leur ami juif absent. Il y a toujours cette question que l'on se pose aussi en tant que spectateur et que moi-même, en tant que juive, je me suis posée. Qu'aurais-je fait à leur place ? C'est ce vrai suspens, évidemment. J'ai une seule et dernière chose à vous demander, Thierry Frémont. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous savez pourquoi ? Non. On est vivant. Ah oui, je conclus. Bien sûr, le spectacle avec ça. Restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Thierry Frémont, pour la pièce Le Repas des Fauves au Théâtre Hébertot. Dans un instant, on poursuit cette émission également avec nos chroniqueurs Hélène Kutner et Alban Bartoli qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres. – 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Steve Nadjar. À la une de l'actualité, la deuxième journée du déplacement aux États-Unis de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est arrivé la nuit dernière à New York où se tient à partir d'aujourd'hui l'Assemblée générale des Nations Unies. Benjamin Netanyahou qui a été accueilli par des manifestants hostiles à sa réforme judiciaire. Au programme du jour, des rencontres avec le chancelier allemand, d'abord Olaf Scholz, puis avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur le terrain, l'armée israélienne, le Shin Bet et les gardes frontières ont cartographié ces dernières heures les 4 maisons de 3 terroristes palestiniens impliqués dans le double attentat du 20 juin à Eli. Les soldats israéliens qui ont été visés pendant cette opération par des terroristes qui ont lancé à leur encontre des pierres, des cocktails Molotov et des charges explosives. Aucun soldat israélien n'a été blessé lors de ces différentes opérations. Diplomatie avec un nouvel ambassadeur de France en Israël. Frédéric Journès a remis ce matin ses lettres de créance au président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. France-Israël, c'est 75 ans d'une relation commune. Aucune autre, avec un lien humain unique et des liens intellectuels, scientifiques et stratégiques fascinants, a déclaré Frédéric Journès. Et puis, le nouveau dérapage antisémite de Kais Sayed dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le président tunisien accable les sionistes dont la tempête Daniel en Libye témoigne selon lui de l'influence néfaste. Et puis, en France, Bruno Le Maire a reçu aujourd'hui les représentants des principales enseignes des hypermarchés. Le gouvernement souhaite en effet autoriser temporairement la vente à perte de carburant à partir du 1er décembre. Une réponse à l'inflation des prix de l'essence. Merci beaucoup Steve Nadjar. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Thierry Frémont et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek. Avec son design élégant, luxueux, l'hôtel El Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre,
salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'Époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël la signature au bûchon. Le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Tishri ? Ou plutôt, avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Tishri ? Au Vaad HaRabbanim, la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Pour chaque prise en charge d'une famille à 312 €, recevez chez vous le magnifique couteau en argent avec la bénédiction du Rav Chaim Kanievski Zatzal, Ségoula pour une bonne parnassa. Il compte sur vous. Vaad HaRabbanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vaadharabbanim.org. Shana Tova. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Thierry Frémont pour la pièce Le Repas des Fauves au Théâtre Hébertot. Et puis on a 2 places à vous offrir x2 pour les 2 premières personnes qui vont nous appeler au 01 53 75 26 26 01 53 75 26 26. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de cette émission avec toute la culture Thierry Frémont que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, on part au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Thierry Frémont, bonjour Alban et bonjour à toutes et à tous. Cher Thierry Frémont, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Radio J parce qu'on s'est déjà croisés il y a longtemps pour parler de votre actualité théâtrale et parce que il me semble que vous êtes un fauve dans le Repas des Fauves actuellement parce que c'est un formidable spectacle et au regard de vos choix artistiques, les comédies dramatiques, les rôles puissants, les situations de tension où l'engagement des acteurs est déterminant avec souvent des sujets de société qui nous touchent directement. Tout cela est fait pour vous, cher Thierry Frémont, et je vais donc tenter de faire votre portrait en action sur les scènes de théâtre. Alors quand je dis un fauve, c'est pas un méchant fauve, c'est un gentil fauve, mais avec un tempérament de feu. Alors c'est peut-être dû à la couleur de vos cheveux, parce que votre énergie, votre engagement, votre sincérité sur les scènes de théâtre font de vous l'un des comédiens les plus appréciés. Encore faut-il que le sujet des pièces vous intéresse. Et il me semble, Hélène Kuttner, que pour Thierry Frémont, le sujet de la pièce est capital et qu'il s'engage surtout sur des pièces contemporaines avec des sujets forts. Mais ça, Thierry Frémont, c'est vous qui allez peut-être nous le dire. C'est vrai que si je fais le bilan, j'ai peu joué de classique. J'en ai joué en sortant du conservatoire, 2 pièces de Marivaux mis en scène par Philippe Adrien, mais c'est vrai que si une pièce de Claudel, La Tête d'Or à l'Odéon. Mais c'est vrai que c'est très rare pour un acteur de théâtre qui souvent passe beaucoup par le classique. C'est vrai. Alors je pense, Cyrielle, mais peut-être Thierry me contredira, mais ça s'explique par tout de suite, très jeune, une hyperactivité au cinéma, à la télévision, avec des rôles magnifiques, un César en 1988. Alors pour rivaliser avec des films comme Travelling Avant de Tachela, Les Noces barbares, on en a parlé tout à l'heure de Marion Hansel, ou Merci la vie de Bertrand Blier, il faut quand même des rôles à la hauteur. Alors, vous avez joué effectivement pendant une dizaine d'années des pièces qui sont quand même les meilleures des classiques, Marivaux, Tchekhov, Büchner, jusqu'à Paul Claudel, dont vous interprétez un rôle dans Tête d'Or avec Aurélien Recoing qu'on a reçu à votre même place. Et oui, mardi dernier. Magnifique comédien, Aurélien Recoing. Voilà. Et c'est avec Philippe Adrien, en fait, qu'il vous distribue, c'est avec Philippe Adrien que vous avez distribué dans une pièce contemporaine. Il s'agit de Kinkali d'Arnaud Bédoué, que vous allez rencontrer 2 fois dans votre carrière. En 1997, au Théâtre de la Colline, vous étiez, vous vous en souveniez, Antoine, un médecin blanc dans une Afrique assoiffée, la frontière entre 2 pays. Vous étiez jeune, idéaliste, vous étiez le doc volontaire qui opère dans un dispensaire avec les moyens du bord. C'était un texte puissant, je m'en souviens, en forme de coup de poing, une histoire imaginaire et réelle, écrite quelque temps avant la guerre au Rwanda. Et Marthe Keller...
plutôt juste un peu après. La pièce s'appelle Kinkali, pour pas l'appeler Kigali. Mais c'était vraiment C'était ça. après. D'accord, autant pour moi. Ces gens qui sont bloqués dans un hôtel, dans un pays qui part à volo, où c'est la barbarie absolue. Et c'était avec Marthe Keller. Exactement. Et là, formidable. Et la reconnaissance du public, elle est venue avec 2 spectacles. Alors cette fois dans le théâtre privé, parce que malheureusement tout le monde ne va pas au théâtre de la Colline. Mais en tout cas, dans les théâtres privés, il y a un côté plus populaire. Et c'était avec une pièce signée Dumas de Cyril Gély et Éric Rouquette, où vous avez joué avec Francis Perrin. C'était une joute verbale flamboyante sur la reconnaissance du droit d'auteur, dont on parle beaucoup aujourd'hui, entre Alexandre Dumas, glorieux écrivain, et son collaborateur, joué par vous, qui s'appelle Auguste Maquet. Et vous étiez impressionnant en homme de l'ombre, justement, et de travail, face à un Francis Perrin qui jouait un Dumas extravagant roublard. La pièce vous a valu la récompense d'un Molière pour un second rôle en 2004. Et c'est après, comme je le disais tout à l'heure, après avoir vu ce spectacle, que le cinéaste Roman Polanski vous a proposé, Thierry Frémont, le fameux rôle du père Flynn dans la pièce Doute. Hélène Kuttner. Exactement, Cyrielle. C'est vraiment en voyant signer Dumas que Polanski repère Thierry et il se dit mais c'est le comédien pour jouer ce prêtre. Alors c'était pas un rôle facile, mais vous n'aimez pas les rôles faciles, vous n'aimez pas la facilité et c'est ça qui nous plaît. Le père Flynn parce qu'il est accusé par la directrice de l'école catholique d'avoir entretenu une relation inconvenante avec l'un de ses jeunes élèves. Alors on a beaucoup parlé des prêtres qui se comportaient plus ou moins bien avec les jeunes. On salue le pape qui vient demain à Paris. Le doute, cher Thierry Frémont, est le plus cruel des sentiments. Et la pièce remarquablement écrite par l'américain John Patrick Shanley, vous offrez un rôle d'une vertigineuse complexité. Et c'est cette complexité, on l'a vu, cette véracité réelle dans la vie qui constitue la patte du grand comédien que vous êtes, Thierry Frémont. Et à ce moment-là, les rôles s'enchaînent, puisque vous allez jouer avec Gérard Darmon, avec qui vous partagez l'affiche de Thalasso, d'Amanda Sters. En peignoir de bain, c'était vraiment le cas. Vous étiez en peignoir de bain avec Gérard Darmon, c'était assez croquignolesque. Vous étiez Jean, un psychanalyste écrivain auquel un patron à la retraite, évidemment notre Gérard Darmon, souhaite confier sa femme. Le problème, c'est que Jean, vous-même, aviez déjà en tête de récupérer Alexa, une jeune femme sur le point de se marier. Vous vous en souvenez ? Oui, tout à fait. Et joué par Alexandra Landon. Joué par Alexandra Landon, donc beaucoup de femmes dans cette thalassothérapie. Et puis Hollywood, alors là c'était une comédie à succès tirée d'une histoire vraie puisque vous jouiez avec Daniel Russo aussi que Cyrielle a reçu et Samuel Le Bihan. L'histoire c'est celle du grand producteur David Selznick qui vient de débuter le tournage d'Autant en emporte le vent, mais il n'est pas satisfait, il congédie son ami réalisateur Georges Cukor en reconstituant l'équipe. Et c'est le scénariste Ben Hecht, joué par vous, qui va s'y coller en s'enfermant une semaine avec Selznick et Victor Fleming. Il se tape dessus. C'est une histoire vraie. Pour concevoir le plus grand film de tous les temps, c'est une histoire vraie, une histoire folle. Et la pièce restera à l'affiche durant 3 semaines. Non. 3 saisons. 3 saisons. Il m'a troublé. La même année, pour terminer, vous allez enchaîner avec un autre succès politique cette fois. Et on a vu un petit tournant politique dans les choix de carrière, si je puis dire, dans vos films. Ça s'appelait Les Cartes du pouvoir, vous vous en souvenez? C'était proche de la série qui s'appelait House of Cards, la fameuse série sur les milieux politiques aux États-Unis, qui rendait fou Barack Obama. Et ça, c'est une histoire vraie. La pièce, elle est du même auteur, c'est-à-dire un auteur Beau Willimon, il a un prénom choisi. C'est un chef-d'œuvre de cynisme et de trahison autour d'un jeune candidat à l'investiture démocrate, déjà virtuose dans la séduction et l'intox. Et vous étiez son mentor. Les coups bas pleuvaient, comme en politique aujourd'hui, dans un décor blanc glacial. Élodie Navarre et Raphaël Personnaz, qui étaient magnifiques, vous entouraient. Le spectacle était tout simplement brillant et glaçant. Enfin, avant de rejoindre l'équipe d'acteurs de 12 hommes en colère, dans la mise en scène de Charles Torgeman dans le même théâtre Hébertot, vous avez rejoint un auteur, je l'ai dit tout à l'heure, que vous connaissiez, puisqu'il s'appelait Darnaud Bédoué, pour une comédie familiale piquante et tendre, que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelait Localement agité. C'est comme dans la météo. À l'extrême bout de la Bretagne, une fratrie se réunit pour disperser enfin les cendres du père mort, un 29 février d'une année bissextile, évidemment tous les 4 ans. Mais il semblerait qu'un méchant vent de sud-est, bizarre pour la Bretagne, ne trouvez-vous pas? Parce qu'en Bretagne, il n'y en a pas de vent de sud-est, c'est l'office de la pièce, s'oppose à cette lourde obligation. Tout le monde est tétanisé. Et pour vous, le mari tombeur de dames, qui tente désespérément de récupérer la sienne, la tâche était aussi ardue
que de franchir le Cap Horn. Eh bien, vous avez bien scruté toutes les pièces de théâtre de Thierry Frémont et Hélène Kuttner. Pour conclure, un petit mot éventuellement. Un petit mot, j'ajouterais que aucun rôle ne semble impossible pour vous, Thierry Frémont, car vous semblez faire le miel de tous vos personnages, les plus torturés, les plus complexes, pour notre plus grand bonheur de spectateurs. Donc, continuez ainsi. Merci, je ne rechigne pas à la tâche en tout cas. Merci beaucoup Hélène Kuttner, merci beaucoup. J'ajoute que l'on peut lire tous vos articles culturels sur Artistique Réseau. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Bonjour Alban. Bonjour Cyrielle, bonjour Hélène, bonjour Thierry. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que comme chaque mardi, dans cette chronique, je vais vous parler de culture, de musique, de cinéma et de littérature. On va surtout parler des œuvres et des artistes qui vous ont marqué, Thierry Frémont. On va commencer en musique avec un artiste qui est une véritable icône de notre répertoire francophone, Jacques Brel. Il y a un titre de son répertoire qui a retenu toute votre attention, Thierry. Il s'agit de la chanson Jaurès. On en écoute un extrait. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Alors pour rappel, Jacques Brel nous a quittés à la fin des années 70 et si beaucoup le connaissent comme auteur, compositeur et interprète, il ne serait pas de trop de mentionner le fait qu'il était aussi réalisateur, acteur, poète, guitariste ou encore scénariste. Dans les chansons les plus notables de son répertoire, on compte bien évidemment Amsterdam, Ne me quitte pas, La valse à 1000 temps, en passant par Quand on n'a que l'amour ou encore La quête, qui m'aura d'ailleurs, pour la petite anecdote, porté chance il y a 10 ans lorsque les fauteuils les plus célèbres de la télévision française se sont retournés sur ma prestation. On va vouloir vous écouter à la fin de l'émission. Bah oui, un petit peu d'autopromo, ça fait jamais de mal. Jacques Brel, c'est plus de 25 millions d'albums vendus à travers le monde, ce qui est très rare pour un artiste francophone. Et il va d'ailleurs inspirer bon nombre d'artistes du côté de la langue de Shakespeare. De David Bowie à Leonard Cohen, en passant par Nina Simone, Ray Charles ou encore Frank Sinatra, ils vont tous suivre de près le travail de la légende Brel et reprendre certains de ses tubes en leur donnant une aura internationale. Pour en revenir plus précisément au titre Jaurès, moins connu du grand public, cette chanson est tout simplement un hommage au socialiste français Jean Jaurès, que Jacques Brel admirait beaucoup. Il aurait même déclaré, je cite, « Jean Jaurès, c'est un peu Saint Jaurès pour moi ». Une raison certainement suffisante pour en faire une chanson, un texte fort, poétique et engagé qui caractérise si bien Jacques Brel, des paroles qui dénoncent l'exploitation de l'homme et de la guerre. Alors je vais le citer. « Pourquoi ont-ils tué Jaurès si par malheur il survivait ? C'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêle, oui notre monsieur. » Et sachez Thierry Frémont que vous n'avez pas été le seul à être touché par ces mots, puisque Serge Lama reprend la chanson en 2005 pour le générique de fin d'un téléfilm consacré à Jaurès. Et plus surprenant cette fois-ci, c'est le groupe Zebda, connu surtout pour faire tomber la chemise avec habileté. Vous vous souvenez, Cyrielle, ça faisait très bien. Tomber là, tomber. La chemise. Voilà, et bien ils reprennent la chanson en 2009. Alors si vous connaissez les grandes chansons populaires de Jacques Brel, cher auditeur de Radio J, et que vous les aimez, n'hésitez pas à piocher dans son répertoire moins connu, car vous n'êtes pas à l'abri d'y trouver des pépites. Non, mais Brel, moi je l'écoute, j'ai le frisson immédiatement. C'est plein d'humanité, c'est plein de sentiments, c'est plein moi il y a deux artistes qui me font ça, c'est Brel et Piaf, quoi. J'écoute et vous savez qu'on a des petites. Si j'ai besoin de me concentrer, je vais écouter du Brel et du Piaf et je vais être dans une émotion immédiate. Et ben justement, on y va tout droit. Cyrielle, je crois qu'il nous a fait notre transition. C'est un invité parfait puisque on va s'intéresser à la légende absolue de la chanson française, puisqu'on va parler d'Edith Piaf, comme vous l'avez mentionné, Thierry Frémont, et notamment de la chanson Mon Dieu. On en écoute un extrait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. J'ose même pas parler tellement c'est beau. Edith Piaf est certainement à ce jour la chanteuse française la plus connue à travers le monde, bien devant Aya Nakamura, je tiens à le souligner, n'en déplaise à certains. On lui doit évidemment bon nombre de chefs-d'œuvre. Nombreux d'entre vous ont déjà au moins une fois fredonné La vie en rose ou encore L'hymne à l'amour, en passant par Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ou encore par La foule. La chanson Mon Dieu que vous aimez tant, Thierry Frémont, est sortie en 1960. Les paroles sont signées Michel Vauquer et la musique a été réalisée par Charles Dumas.
Dumont. Il s'agit là d'un de ses derniers succès puisque Édith Piaf mourra seulement 3 ans après la sortie de ce titre. Et le texte semble faire référence à son histoire d'amour tragique avec le boxeur Marcel Cerdan dont elle était la maîtresse et qui a trouvé la mort dans un accident d'avion entre la France et les États-Unis en 1949 à seulement 33 ans. C'est d'ailleurs Édith Piaf qui avait demandé à Marcel de la rejoindre à New York. Malheureusement, il n'aura jamais eu l'occasion de la rejoindre à cause de ce drame. Certainement la plus grande déchirure dans la vie de Piaf et elle ne parviendra d'ailleurs jamais à faire son deuil et restera dans le déni de cette mort jusqu'à sa propre fin. Mon Dieu est certainement l'une des chansons les plus douloureuses du répertoire de la chanteuse, un cri d'amour où elle implore le Seigneur pour qu'il laisse son amoureux auprès d'elle. Des mots qui nous touchent encore puisque plus de 60 ans après, il existe à ce jour près, attention, de 150 versions de ce titre. Waouh, c'est énorme. De Mireille Mathieu à Chimène Badi, en passant par Nana Mouskouri, Patricia Cass ou encore la chanteuse Anaïs, pour les plus connus évidemment, elles ont toutes donné de la voix et du cœur pour faire perdurer les mots de Mon Dieu, avec certainement l'humilité de se dire que la môme sera à jamais irremplaçable. Et vous, Thierry Frémont, j'imagine que votre préférée reste Édith Piaf, évidemment, je l'imagine, puisque je vois votre regard me dire que l'interprétation de Mon Dieu, c'est Édith Piaf. Je l'imagine bien. Pourquoi vous aimez cette chanson ? Parce que c'est un cri de désespoir. Je peux même pas l'expliquer. J'ai le frisson, quoi. Vous êtes croyant ? Je suis bouleversé. Je crois que ça m'arrange. Ah, ça c'est une très bonne réponse. Non, parfois on peut pas expliquer pourquoi. Oui, c'est quelque chose qui se ressent et pas forcément qui s'explique. On aime une chanson précisément, mais parfois les mots nous touchent et font écho. Et puis son drame, il est forcément lié à Cerdan, tout ça. Je le sais, donc ça fait. Bien sûr. Ça amplifie. Ça amplifie le sentiment. Voilà. Et il y a dans la littérature de notre invité, quelqu'un que vous voulez aussi mettre en lumière aujourd'hui, Alban Bartoli. Oui, tout à fait. On va s'intéresser aujourd'hui à un livre dont le titre m'a fait sourire. Le petit livre des méchancetés et autres traits d'esprit de François-Xavier Testu, auteur et agrégé des facultés de droit. Il a aussi été professeur de l'université François Rabelais de Tours et avocat à la cour. Voilà, pour resituer un petit peu l'auteur. Il est l'auteur de Ne dénaturez pas les animaux, de L'Indivision ou encore de ce livre qui vous a plu, Thierry Frémont. Ah bah vous l'avez, c'est génial. Le petit livre des méchancetés. J'adore, ça fait très rouquier faire ça. Un livre dans lequel il va répertorier des déclarations ironiques, acerbes, même plutôt méchantes, qu'il collectera à la suite de ses nombreuses lectures. Alors évidemment, il y a beaucoup de drôleries dans les méchancetés en question et elles viennent surtout de femmes et d'hommes d'esprit, des artistes, des politiques, des personnes de lettres, entre autres. Je vais vous citer les premières lignes de la 4e de couverture qui illustrent ce que l'on appelle méchanceté pour l'époque. Alors, à la sortie d'une soirée de théâtre, Tristan Bernard, qui est romancier, rencontra un ami qui lui dit « J'ai raté le premier acte ». Celui-ci répond « Rassurez-vous, l'auteur aussi ». On remarque ici que certaines réparties qui pouvaient paraître choquantes à l'époque manquent peut-être un peu de mordant aujourd'hui, mais ça a tendance à nous plaire quand même. Alors à notre époque, je pense qu'on les appellerait d'ailleurs des punchlines. Et des punchlines, il en existe depuis l'Antiquité, le saviez-vous ? Et même si parfois elles peuvent paraître méchantes, elles ne sont pas automatiquement le fait de personnes méchantes. Le livre élève justement cette méchanceté au rang d'art, car il faut être quelque part un artiste des mots, un esprit éveillé pour formuler la bonne punchline au bon moment et devant le bon public. C'est quand même tout un art, un savoir-faire qui fascine l'auteur, François-Xavier Testu, qui déclare lui-même ne pas aimer les méchants. Ça ne l'a pourtant pas empêché, de publier 528 pages de ce que l'on pourrait appeler l'encyclopédie de la répartie. Mais ce n'est que mon avis. Alors si vous aimez les défis verbaux et les combats d'esprit, vous y trouverez certainement votre compte et je suis persuadé que c'est beaucoup plus amusant qu'un combat sur un octogone sanglant entre les rappeurs Booba et Caris. Je sais pas si vous avez... C'est assez drôle parce qu'on va en parler jeudi dans l'émission de jeudi avec notre invité Max Boublil. Ouais, il y a aussi Elon Musk et puis le créateur de Facebook qui sont censés se rencontrer. C'est vrai que c'est prévu. C'est à la mode en ce moment. Ouais. Et j'ai une petite question quand même pour Thierry Frémont. Permettez-moi de vous demander qu'est-ce qui vous a tant plu dans ce livre et vous-même, est-ce qu'il vous arrive d'être méchant ? Parfois. Si je suis méchant, je suis moins drôle qu'eux en tout cas. Ouais, parce que là, c'est méchant, mais c'est très 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 drôle. Il y a les fameuses punchlines de Jouvet qui était quand même quelqu'un qui pouvait être assez terrible. Les punchlines de Sacha Guitry. C'est ce qui me plaît, c'est quand il y a la finesse, quand il y a l'intelligence et qu'il y a chaque mot sont pesés. Il y en a pas un de trop. Et ça fait mouche. Moi aussi, je suis assez friand de ce genre de... Le petit livre des méchancetés et autres traits d'esprit aux éditions Point de François-Xavier Testu. On va partir outre-Atlantique maintenant pour parler cinéma avec vous, Alban Bartoli.
Absolument. Thierry Frémont, quand on vous a demandé ce que vous aimiez dans le cinéma, vous avez évoqué l'ensemble de l'œuvre de Jordan Peele. Alors Jordan Peele est américain, il est né à New York à la fin des années 70, il est acteur, humoriste, réalisateur, scénariste et producteur. Moi je connaissais pas son nom, mais je connaissais un peu son œuvre, et grâce à vous j'ai appris à connaître un petit peu plus le réalisateur. Il a commencé sa carrière dans de nombreuses séries humoristiques comme Fargo sur la chaîne américaine FX ou encore Key & Peele sur Comédie Centrale, mais c'est seulement en 2017 que le monde va pouvoir le découvrir grâce à l'incroyable Get Out. C'est incroyable ce film. Son premier film en tant que réalisateur, producteur et scénariste. Il sera d'ailleurs nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur réalisateur pour un premier film et il remportera l'Oscar du meilleur scénario original. Je crois qu'on a une petite bande C'est un film, si je puis me permettre, extrêmement glauque. Assez angoissant. C'est une dénonciation implacable du racisme. C'est incroyable ce film. Et on le voit sur cette chaise comme ça en train de trembler, de vibrer, mais je pense que vous allez nous en parler en détail de ce film. Je vais vous faire le pitch en quelques mots pour ceux qui ne l'auraient pas vu. D'un côté, nous avons le personnage de Chris et de l'autre celui de sa petite amie Rose. Très amoureux, ils décident de se présenter leurs familles respectives. Rose organise alors un week-end dans la résidence secondaire de ses parents et durant ce séjour, Chris remarque très vite que le fait qu'il soit noir dérange la famille de Rose qui elle est blanche, mais il va s'apercevoir que ce qu'il ressent est bien plus sordide que tout ça. Je vous en dirai pas trop car il faut le voir absolument. Moi j'ai trouvé ce film allaitant, stressant, choquant mais tellement bien réalisé. J'ai adoré et je vous le conseille autant que notre invité. Et en ce qui concerne le reste de l'œuvre de Jordan Peele, on peut retrouver aussi Us sorti en 2019 et Nope sorti en 2022. Des films qui ont déjà généré plus de 250 millions de dollars chacun. Un succès qui n'est donc plus à prouver. Et pour finir cette chronique, j'ai une question pour vous Thierry. Au vu de vos goûts cinématographiques, est-ce que vous aimez vous faire peur ? Parce que là on voit quand même qu'il y a une... J'aime le genre. Ouais. Moi ce qui m'a fait aimer le cinéma c'est les films de genre. Après je suis devenu acteur donc j'ai un peu élargi mon champ de connaissances et d'appréciation, mais à la base j'aime le cinéma de genre, que ce soit la SF, le fantastique, l'horreur, les films de guerre, le polar, c'est ce qui m'a fait aimer le cinéma. Bon alors on espère un jour une collab entre Jordan Peele et vous Thierry Frémont. On attend ça avec impatience. Pourquoi pas, on croise les doigts. Merci beaucoup Alban Bartoli pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité et vous me devez la quête. La quête, ah oui tout à fait. Avec plaisir. Alors si on enlève le petit bed qui est en... Alors que je me souvienne parce que ça fait 10 ans. Bon c'était sur The Voice, on est ok. C'est ça faisait... Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe la chance, peu m'importe le temps. Désolé, c'est improvisé, je me souviens plus des paroles, ça fait 10 ans. Eh bien, on se la fera entière pour la prochaine fois. On va continuer en attendant d'écouter Mon Dieu sur l'antenne de Radio J. On revient dans un instant également avec le coup de cœur du jour, notre experte Nathalie Daudrieux pour le portrait de notre invité, l'introspection en revenant à l'antenne avec vous. Mais tout de suite, on écoute donc Edith Piaf et puis une petite pause et le journal de l'info. Vous restez avec nous sur Radio J. Belle écoute. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi. Laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. 6 mois, 3 mois, 2 mois,
16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cacheroute. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 €. Envoyez vos dons à Mazone, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. Pour que l'année soit belle et douce pour tous, vous aussi, mobilisez-vous. Pensez à l'oser et apportez votre aide aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées. L'oser, 111 ans d'histoire et toujours à vos côtés. Soutenez l'oser en adressant vos dons par chèque à Oser, 117 rue du Faubourg du Temple, Paris 10e, ou sur oser-france.org. Shana Tova ou Metuka. Bonne fête de Rosh Hashanah. Il est 16h sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Steve Nadjar. Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Le Premier ministre israélien est arrivé la nuit dernière à New York, où se tient l'Assemblée générale des Nations unies après un arrêt hier en Californie. Benjamin Netanyahou qui a été accueilli par des manifestants hostiles à sa réforme judiciaire et qui l'attendait devant l'entrée de son hôtel à Manhattan. Au programme du jour pour le chef du gouvernement israélien, des rencontres de haut niveau avec le chancelier allemand Olaf Scholz d'abord, puis avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, mais aussi Volodymyr Zelensky, le chef d'État ukrainien. L'analyse de Pascal Zonshine. Et là, les choses seront certainement beaucoup moins faciles pour Benjamin Netanyahou. On sait qu'il n'a pas rencontré Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, pas non plus évidemment a fortiori depuis qu'il est de nouveau à la tête des affaires israéliennes depuis le mois de janvier. On sait aussi que Volodymyr Zelensky reproche à Netanyahou sa frilosité par rapport au conflit russo-ukrainien, une neutralité qu'il apparente plutôt à de la partialité en faveur de la Russie. Benjamin Netanyahou qui s'entretiendra demain avec le président américain Joe Biden en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président ukrainien Zelensky qui montre à lui pour la première fois tout à l'heure à la tribune de l'ONU, 1 an et demi après le début de la guerre. Une cyberattaque a visé ce matin l'hôpital Kfar Shaoul et Tanim, l'hôpital psychiatrique de Jérusalem, est désormais passé en gestion manuelle. Sur le terrain, l'armée, le Shin Bet et les gardes-frontières israéliens ont cartographié ces dernières heures les 4 maisons de 3 terroristes impliqués dans le double attentat d'Eli du 20 juin dernier. Les soldats israéliens qui ont été visés pendant cette opération par des terroristes qui ont lancé contre eux des pierres, des cocktails Molotov et des charges explosives. Aucun soldat israélien n'a été blessé. Diplomatie avec un nouvel ambassadeur de France en Israël. Frédéric Journès a remis ce matin ses lettres de créance au président de l'État hébreu Yitzhak Herzog. Bienvenue en Israël, monsieur l'ambassadeur de France, a déclaré le président israélien. France-Israël, c'est 75 ans d'une relation comme aucune autre, avec un lien humain unique et des liens intellectuels, scientifiques et stratégiques fascinants, a déclaré Frédéric Journès, qui a notamment occupé le poste de directeur des relations internationales au commissariat à l'énergie atomique, puis de gouverneur pour la France à l'AIEA. Le nouveau dérapage antisémite de Kais Sayed. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le président tunisien accable le sionisme dont la tempête Daniel en Libye serait selon lui témoin de l'influence néfaste. Des propos tenus hier lors d'une réunion ministérielle. On l'écoute. L'ouragan Daniel, ne se sont-ils pas posé de questions sur ce nom de Daniel ? Ils ont choisi Daniel. Daniel, c'est un prophète hébreu. Et bien sûr, cela a été le choix de ceux qui attribuent des noms. Et cet ouragan a porté celui de Daniel. C'est ce qu'il répète. Mais personne ne s'est demandé pourquoi il a été désigné ainsi. Eh bien, c'est parce que le mouvement sioniste a proliféré au point d'impacter l'intellect et la pensée dans un moment de coma intellectuel. D'Abraham à Daniel, c'est clair.
Dans l'actualité en France, Bruno Le Maire a reçu aujourd'hui les représentants des principales enseignes des hypermarchés. Le gouvernement souhaite autoriser temporairement la vente à perte de carburant dès le 1er décembre. Je termine avec du sport, avec le début de la Ligue des Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes les Allemands de Dortmund. Coup d'envoi à 21h, Cyrielle. Et merci beaucoup Steve Nadjar, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mon invité Thierry Frémont et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Tishri, ou plutôt avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Tishri? Ovad Arabanim, la plus grande caisse de tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Plus que jamais, à l'occasion des fêtes, il est de notre devoir de nous mobiliser. Donner au Ovad Arabanim, c'est la garantie d'un don bien redistribué. Il compte sur vous. Ovad Arabanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vadarabanim.org. Shana Tova. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, entretien exceptionnel avec le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Il plaide pour une république plus fraternelle et pour un combat sans relâche contre l'antisémitisme. Et puis, notre dossier spécial face au séisme au Maroc, la mobilisation exceptionnelle des ONG israéliennes. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Le jeudi 21 septembre à 20h30, Radio J présente en avant-première Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Woursalter et Arthur Harari. Réservation radio-j.fr. Projection au cinéma Majestic Passy, 18 rue de Passy dans le 16e, avec le concours de la société Evidence & Co. Jeudi 21 septembre à 20h30, soutenez Radio J tout en vous divertissant. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, merci d'être avec nous avec notre invité aujourd'hui, Thierry Frémont, pour la pièce Le repas des fauves au théâtre Hébertot. Et puis, je vais reprendre cette troisième partie d'émission avec une citation, si vous le voulez bien. Et oui, vous me regardez, Thierry Frémont, mais c'est celle-ci. Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant, si vous voulez bien. Et je vais vous demander de mettre le casque qui se trouve à votre droite. On va démarrer avec 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître. Et on y va très doucement sur la douce musique de Jérémie Ababou. Thierry Frémont, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Ma façon de communiquer avec les gens. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Justement, de ne lui donner aucun conseil. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Quand j'y pense maintenant, finalement, j'ai une enfance très heureuse. C'est marrant que vous répondiez ça. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie, s'il y en a une, et comment vous l'avez résolue ? Je veux dire, il n'y a pas eu qu'une des erreurs, donc je ne saurais choisir. Qu'aimeriez-vous faire, Thierry Frémont, mais que vous ne faites pas par peur d'être jugé ? Chanter. Qu'avez-vous fait cette année
et dont vous vous souviendrez toute votre vie? C'est très pro, mais c'est pas ça. C'est vous qui décidez. C'est mon aventure australienne. Pour Nautilus. Ouais. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? Oh, c'est violent. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait? Je me rajouterais bien 10 cm. C'est très drôle parce que les hommes répondent beaucoup ça. Si vous étiez président, Thierry Frémont, quelle serait la première mesure que vous prendriez? Oula. Je serais incapable de répondre à une interrogation pareille. Pour terminer, Thierry Frémont. Comment? La concorde au maximum. C'est-à-dire? Avec une communication plus grande entre tous les membres actifs de la politique française, je sais pas. Enfin, c'est ce qu'a essayé de faire Macron dernièrement. Mais... Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Que je suis pas un tricheur. Merci Thierry Frémont, vous n'avez pas triché. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Tout de suite, c'est le portrait sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Ce n'est pas encore tout à fait la fin de cette émission, puisque dans un instant, nous aurons le coup de cœur culinaire sur l'antenne de Radio J. Mais comme l'émission touche à sa fin et que vous devez filer, cher Thierry Frémont, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Nathalie Dedrieux, qui est quand même thérapeute psychocorporelle, et je sais d'avance ce qu'elle va dire. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Thierry Frémont, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, j'ai eu de quoi observer, écouter attentivement tout ce qui s'est partagé ici, tout ce que vous avez bien voulu laisser voir de vous. Et ce qui s'est témoigné même dans l'invisible, les petits gestes. J'en ai beaucoup déjà. Et oui. Et j'allais commencer par ça. Il y a un mouvement à la fois très ample vers l'extérieur qui peut-être témoigne d'une grande générosité et surtout d'une grande passion dans ce que vous racontez. Quand vous parlez de votre carrière, il y a des mouvements très amples qui arrivent immédiatement. C'est beaucoup de spontanéité. Et je me suis dit aussi que vous étiez très à l'aise avec votre sujet parce que vous aviez le dos bien adossé au dossier de chaise et très confortable, avec très peu de filtres vis-à-vis de vous-même dans vos gestes. Il y avait beaucoup de caresses à soi dans le sens de je me tripote un peu la barbe, je me caresse un peu les cheveux, je suis comme à la maison. Un peu, et je parle de ma passion avec un côté je me lâche. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais c'est peut-être quelque chose qui est une habitude chez vous. Moi, je découvre ça puisque je ne vous connaissais pas. Parce que je ne regarde pas trop en fait. Et ben voilà, mais il y avait vraiment une mise en contact en même temps peut-être avec soi, parce que c'est ces mouvements qu'on se fait à soi-même en gestalt thérapie, qui est une forme de thérapie psychocorporelle. On appelle ça des rétroflexions. Donc ça peut être un moment où on a besoin d'un contact avec soi pour pas se perdre dans la conversation, pour faire le tri dans ses pensées, qui, je pense, vont un peu vite aussi chez vous. Et ça peut être aussi soit des mouvements qu'on a envie de faire à l'autre, mais qui sont censurés, ou soit qu'on aimerait recevoir. Voilà, donc ça peut raconter pas mal de choses. En tout cas, c'est vraiment la magie du corps. Il y a quelque chose d'assez agité dans votre gestuelle aussi, votre danse, vous dansez beaucoup sur votre chaise. Voilà, il y a vraiment... ça a commencé très jeune, très petit, ma mère me le reprochait. Alors moi je trouve ça vraiment fun parce qu'il y a une forme de congruence entre ce que vous racontez depuis le début et ce que votre corps témoigne, parce que c'est vraiment le mot vivant, survivant qui est beaucoup revenu. Même dans votre façon d'aimer, est-ce que c'était vivant ou souffrant? C'est évidemment le mot vivant qui est venu. Mais je suis avec ce mot parce que ça faisait partie de vos 3 mots aussi du début. Il y avait l'acteur heureux. Dieu m'a donné une passion et vivant. C'était et heureux de pouvoir vivre de votre passion. Donc ce mot revient beaucoup. Et il y a en même temps quelque chose qui est un aspect un peu déterminé chez vous. Vous le dites,
un endroit de votre existence, vous sentez dans votre adolescence que vous supportez pas bien que le système propose une forme de fatalisme des classes et vous êtes tout de suite attelé à beaucoup de formations et de tout donner. J'ai l'impression que c'est le tout donner. En tout cas, tout mais pas ça. Tout bousculé, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Donc il y a peut-être un petit côté rebelle chez vous ? Sans doute. Rebelle contre le système, contre les injustices du système en général, quel qu'il soit. Oui, vous parliez tout à l'heure aussi d'hyperactivité et de perfectionnisme. Forcément, ça se sent aussi dans votre agitation, bien sûr corporelle, mais aussi l'agitation de carrière. Il y a un mouvement un peu, comme le disait tout à l'heure Hélène Kuttner dans sa chronique, c'est un peu comme une autoroute. Il y a un enchaînement des rôles comme ça, qui sont, je pense, incarnés d'une part plus profonde, plus touchante chez vous que ce que j'ai pu voir un petit peu ici, parce que même quand vous parlez du Nautilus, vous empruntez une petite voix, comme pour le conter, comme pour bien vendre ou bien convaincre ce que vous êtes en train de raconter. Il y a vraiment une envie de rassembler. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre introspection des questions de Cyrielle à l'instant même. Cette envie de fédérer, de rassembler, de relier. Vous parliez de communication. Communication veut dire mettre en commun. Et donc d'avoir un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et alors il y a quelque chose d'assez époustouflant, c'est votre corps qui prend la table comme ça et qui l'empoigne, voilà, qui l'attrape, comme si vous étiez... C'est une posture présidentielle, ça m'a fait penser. Alors que vous étiez incapable de répondre à ce que le président pourrait poser comme acte si vous étiez au gouvernement. Voilà, votre corps est déjà en posture d'autorité naturelle. Ouais, c'est ça que ça m'a fait venir. C'est ça que ça m'a fait venir. Alors, un peu plus de pudeur en lien aux erreurs de la vie, vous ne sauriez que choisir. Et en même temps, il y a le fait que vous dites « je ne rechigne pas à la tâche ». Et c'est souvent dans les grands apprentis qu'on apprend, le chemin est fait de multiples expériences. Il n'y a probablement pas d'erreur. Comme un artisanat, c'est-à-dire que il faut mettre tous les jours son ouvrage sur la table et retravailler, et essayer de se perfectionner jusqu'au bout. C'est ça, et vous le disiez, vous avez goûté au métier d'ouvrier, vous avez goûté à ce métier difficile, dont vous avez beaucoup de respect par rapport à votre père. Pour le courage que ça demande. Ce métier de boucher, voilà. Et tout de suite, vous avez bien senti qu'il y avait une autre place qui vous attendait. C'est cette idée de trouver sa place. Alors, il y a quelque chose qui est en lien à l'humour aussi. Vous utilisez beaucoup l'humour pour faire des pirouettes ou des petites phrases. Alors c'est en même temps ce qu'avait dit, je crois, Alban dans sa chronique Flashback. Vous avez aimé les punchlines. Donc c'est tout ce qui est un petit peu piquant, imprévisible. Vous êtes un peu là où on vous attend pas. Ça, je sais pas. Je découvre un peu. Je suis pas très conscient de ça, mais... Et en fait, cet humour, il est... toujours en Gestalt-thérapie, ça s'appelle une déflexion. C'est-à-dire, défléchir consiste à se dérober, quelque part. C'est mettre un petit peu à distance ce qui vient du mal-être et utiliser l'humour pour désamorcer un conflit. Oui, ça, c'est juste. Ça vous parle. Oui. C'est aussi ce que propose un rôle, finalement, dans le métier d'acteur. C'est pouvoir mettre à distance une forme de mal-être un peu trop réelle. Oui, et aller le visiter autrement. Ou de vider ces petits sacs de haine, puisqu'on en a le droit à ce moment-là. Et oui, donc vous utilisez un biais, un personnage. J'ai pu aussi noter qu'il y avait un rapport au temps qui était peut-être pas tout à fait tranquille, ou en tout cas une forme de course et de remplir sa vie, comme un curieux que vous êtes probablement. Donc c'est tout à votre honneur. Et je dirais qu'il y a une petite citation, moi aussi, qui vous va bien, de Carl Gustav Jung, un des pères de la psychanalyse. C'est « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Je trouvais que ça vous allait particulièrement bien. Merci beaucoup Thierry Frémont.
Et merci Nathalie Dodrieux, que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. On se dit au revoir, nous déjà, Thierry Frémont. Mais je suis très très triste. Mais attendez, vous avez un cours de théâtre, de guitare, pardon, autant pour moi, c'est pour votre fille. Donc on va pas vous retarder, j'ai promis. Donc je respecte. Je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. C'était tout à fait partagé. Je rappelle que les places ont été gagnées pour venir vous voir pour cette pièce, Le Repas des Fauves au Théâtre Hébertot. Un petit mot de la fin qui vous revient. Que dire que je suis absolument ravi d'être sur scène dans ce très beau spectacle. Vraiment, vu l'accueil de la première semaine que nous venons de terminer dimanche, tout ça est extrêmement prometteur. On sent que le spectacle est au rendez-vous à tous les endroits. C'est-à-dire qu'ils rient, les gens, et après ils sont saisis, ils sont tendus comme des élastiques jusqu'au bout du spectacle et ils rient de situations impossibles que ces gens ont à vivre et c'est extrêmement jouissif à jouer et à explorer tous les soirs. Et on laisse les auditeurs prendre le soin de réserver et de venir vous voir. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre leur place, avoir leur place offerte, on vient réserver bien évidemment. Merci encore Thierry Frémont et à très vite, je l'espère, sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et je me suis fait le plaisir de mettre Habibi Tel Aviv sur l'antenne de Radio J. C'est le coup de cœur culinaire avec Glida Topping Bar sur Radio J. Bonjour les filles. Bonjour. C'est un bonheur de vous recevoir, Naomi Elbaz et Victoria Béard. Alors on va découvrir dans un instant ce que vous nous avez adorablement préparé, ce que vous avez fait en sorte de nous rapporter sur l'antenne de Radio J. C'est une grande découverte pour moi, Glida. J'ai envie de dire même une révélation parce que j'ai enfin pu déguster un ice coffee comme en Israël. Mais d'abord, j'ai envie que vous nous parliez un petit peu de vous. Oui, avec plaisir. Alors, est-ce que vous voulez commencer, Naomi ? Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour nous de faire notre première interview sur Radio J. Donc je m'appelle Naomi Elbaz, mon associée Victoria Béard. On a créé ensemble Glida Toppings Bar. Ça fait maintenant, je dirais, 9 mois qu'on travaille. C'est tout jeune. Oui, c'est tout jeune. Ça fait 2 mois qu'on a ouvert notre première boutique qui se trouve dans le Marais, au 25 rue de Turenne. Et donc le concept, c'est avant tout un bar à frozen yogurt. Et on propose pas mal de produits qui sont personnalisables avec une quantité de toppings assez grande. Assez variée, oui. Et en effet, c'est vrai. Alors, vous nous avez rapporté beaucoup de choses aujourd'hui. Je crois qu'il y a du miel, il y a des framboises, il y a des myrtilles, il y a des pépites de chocolat. Je pense qu'il y a même des pépites de chocolat blanc, du caramel beurre salé, peut-être même de la pistache, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, ça nous donne très envie, même du chocolat au lait et les fameux ice coffee. Est-ce que vous avez ouvert ce frozen yogurt que vous nous proposez en même temps, un petit peu comme on a l'habitude de le découvrir en Israël, notamment je pense à Tamara. Exactement. Est-ce que c'était l'idée de base ? En fait, c'était vraiment l'idée, puisque l'idée nous est venue à Tel Aviv. Lorsqu'on travaillait notre mémoire de fin d'études, la seule pause qu'on s'accordait, Victoria et moi, c'était pour aller prendre ce fameux frozen yogurt chez Tamara, donc à Neve Tzedek. Et on s'est dit, mais c'est fou, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça en France ? Même le ice coffee, pourquoi est-ce que... C'est introuvable. C'est introuvable. Quand on arrive en Israël, c'était la première chose qu'on faisait. On courait chez Aroma pour prendre notre fameux ice coffee. On s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas encore ça en France ? Il faut qu'on le fasse. Et voilà. Et Victoria, vous étiez aussi, j'imagine, une amoureuse de l'ice coffee. Est-ce qu'il y a une recette précise ? Parce qu'on se dit que si ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être qu'il y a un ingrédient secret. Alors forcément, vous n'allez pas nous le donner, je vous demande de ne pas le faire. Mais est-ce qu'il y a ce petit truc en plus ? Je pense que ce qui fait aussi tout, c'est la consistance en fait. C'est la machine qu'on utilise pour arriver à ce produit. Donc, d'une part les ingrédients certes, mais vraiment la machine permet d'obtenir une consistance un peu à la fois solide et liquide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné le tuyau ou vous l'avez trouvé toute seule après de multiples essais ? Alors, pour le ice coffee précisément, pour le ice coffee non, on l'a trouvé toute seule vraiment, on s'arrêtait pas. On faisait des essais du matin au soir, mais c'est vrai que sur certains de nos autres produits, on a été vraiment bien accompagnés. On a eu de la chance de rencontrer notre fournisseur de machines qui, lui, s'y connaît depuis des années
et qui nous a aidés dans toutes nos recettes en fait. On a appris avec lui. Alors, vous proposez des glaces. Alors, il y a le frozen yogurt, il y a l'açaï, il y a aussi le vanilla. Donc, je pense que c'est la glace vanille où on peut mettre un peu des toppings un petit peu partout. Et aussi, on peut venir boire un café, un chocolat chaud, enfin, ce qu'on veut. Est-ce que vous avez une spécialité, vous direz que c'est le must de la maison? Je dirais que le best-seller, ça reste le yaourt. Donc le yogourt, qu'on a l'habitude de manger pour ceux qui connaissent. Alors je tiens à dire, vous n'avez pas la Théouda, mais vous êtes cachère. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par cachère? Nos produits sont cachères, on utilise des ingrédients cachères sur la liste. Par contre, oui, nous n'avons pas la Théouda, nous n'utilisons pas de lait chamour dans nos préparations et nous sommes ouverts Shabbat. On peut goûter? Évidemment. On va se faire plaisir. Alors, j'ai fait venir Nelou Cohn parce que je sais que vous allez vous faire plaisir. Il y a plusieurs ice coffee pour ceux qui veulent goûter, qui sont en studio. Hélène Kutner qui est avec moi. Il y a aussi Nathalie Daudrieux. Servez-vous, Nelou. Vous aimez bien l'ice coffee? Oui. Alors, je vais vous faire goûter. La glace celui-ci, celui que vous voulez. L'ice coffee, celui-là par exemple. C'est les toppings pour Ça, c'est les toppings pour aller avec le yogourt. On va commencer peut-être par l'ice coffee. On va montrer comment ça fonctionne en attendant. Je vais en garder une de vous, celle que vous voulez, juste sur le micro qui est là en face de vous, pour vous demander si vous avez été aidé pour monter ce topping bar ou si vous l'avez fait avec vos économies, ou est-ce que vous avez fait par exemple une levée de fonds. Ok, alors on a été aidé par nos familles. Donc nos parents nous ont aidés en termes d'apport pour obtenir un prêt bancaire. Et actuellement, on va dire que tout ce qu'on gagne avec l'entreprise, on ne se rémunère pas, on le réinvestit pour ouvrir, j'espère, très rapidement la deuxième boutique. L'objectif, c'est d'en avoir beaucoup? Oui, l'objectif, ça va être de franchiser. Donc, on espère d'ici 2 ans, peut-être. Ouais. Et en attendant, on aimerait en ouvrir à peu près une dizaine. Faire une succursale, en avoir une dizaine en propre, et éventuellement dans la foulée franchiser. Je pense à nos auditeurs qui nous entendent et qui peut-être auraient envie de travailler avec vous, éventuellement d'ouvrir peut-être maintenant. Si on est intéressé pour monter ce concept, est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, bien sûr, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse contact@glida-toppingsbar.fr ou directement, si vous le souhaitez, sur notre Instagram. Vous pouvez retrouver également le lien avec notre adresse mail. Votre adresse mail, Glida Toppings Bar, c'est au 25 rue de Turenne, Paris 4e, au métro Saint-Paul. Est-ce qu'il y a une prochaine ouverture qui se positionnerait? Il y en a une. On espère... Nous dites pas forcément où, mais dans quel quartier de Paris? L'arrondissement, on a le droit de dire? 9e. L'Est? Ok, 9e. Le 9e, c'est bon. Est-ce qu'on peut vous aider par un petit coup de pouce éventuellement? Alors, un petit coup de pouce, oui, ça serait de partager un maximum notre Instagram. Si vous avez des amis qui ont peut-être beaucoup de followers qui pourraient venir pour nous faire un petit peu de pub, ça serait génial. On dit pas non à de la pub. Et voilà. On va venir avec Alban Bartoli qui vient de partir. Pour le coup, les followers sont en rendez-vous. On va venir en équipe sur l'antenne de Radio J. J'ai Nelou qui est en train de goûter. Nelou, venez, prenez un micro quand même. On a envie d'avoir votre sentiment sur ce fameux yogourt. Et moi, je vais en profiter pour goûter un ice coffee pendant que nous sommes en train de parler. Dites-nous, est-ce que c'est bon? Je suis pas critique, donc je suis pas spécialiste. C'est juste délicieux. Et bon. Ça, c'est les yaourts, c'est ça? Oui. Bon. C'est vraiment, je sais pas comment vous le faites. J'ai l'habitude de manger des yaourts, mais comme ça, j'ai jamais goûté. Et c'est vrai, j'ai mis des pépites de chocolat. Ça, c'est du miel, c'est ça? Non, c'est du coulis de passion. Coulis de passion. Alors, c'est délicieux. Tout le mélange est vraiment... j'ai pas les mots, excusez-moi. J'en profite pour vous dire que Nelou Cohn est très gourmand sur l'antenne de Radio J. Tous les jours, on a le droit au paquet de chocolat. On ne dira pas la marque. Et donc, forcément, je pense que c'est le meilleur testeur possible. J'en profite pour dire également que moi, je suis en train de boire un ice coffee tout à fait fidèle à. Maintenant, je comprends. Tout à l'heure, je vous ai proposé de chocolat, vous m'avez dit non. Maintenant, je comprends pourquoi. Voilà je pourquoi. Pourquoi elle dit pour une fois non. Je savais ce qui nous attendait. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Venez déguster un ice coffee, évidemment. Votre compte Instagram, c'est glida-toppings bar. J'incite nos auditeurs, pour ceux qui adorent l'ice coffee, à venir. Un petit mot de la fin, les filles.
On vous remercie très chaleureusement de nous avoir reçus aujourd'hui et c'était un véritable honneur. C'était avec un franchement, grand après plaisir. ça, Glida, chapeau. ça fait plaisir. Il faut savoir, en hébreu, ça veut dire glace, tout simplement. En effet, merci beaucoup. Merci Naomi Elbaz et Victoria Béard de Glida d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Merci à notre invité principal Thierry Frémont pour la pièce Le Repas des Fauves au Théâtre Hébertot d'être venu nous voir. Merci aux 4 gagnants qui nous ont appelés, enfin les 2 gagnants qui nous ont appelés pour aller au théâtre, pour aller voir cette superbe pièce. Merci également à Philippe Sinclair à la réalisation audio et vidéo et Benjamin Arnaud de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h avec la révélation vocale Sarah Schwab sur l'antenne de Radio J. À demain et belle journée à tous.